bien, vous êtes dans Actu Débat et toutes nos excuses pour ce retard, ce léger retard dû à quelques réglages techniques ici au studio Jean-Hélène de Radio Métropolis Lomé et d'Alphonse Apaki. Bonjour. Bonjour Elie, bonjour à tous les auditeurs de Métropolis. Et merci d'avoir accepté une fois encore notre invitation pour débattre de l'actualité, débattre des grands sujets de notre pays. Et Ildefonse Apaki, une nouvelle opposition, ils sont 6 partis politiques de l'opposition bien sûr togolaise qui décident donc à nouveau de faire route ensemble. Ils disent former une union informelle et inclusive pour travailler sur les réformes et la décentralisation. L'information a été révélée hier à la presse, hier lundi à la presse. Une bonne nouvelle pour l'opposition, une nouvelle dynamique qui se profile à l'horizon. Ildefonse. Vous savez que personnellement, j'ai toujours encouragé ceux qui ont à l'esprit les aspirations profondes du peuple togolais. Et si dans la démarche, il y a des partis politiques qui se jettent aujourd'hui à l'eau pour former une union informelle, il y a lieu de saluer d'abord l'initiative et me référant à tout ce qui s'est passé quand il y a création de ce genre de regroupement, à toutes les leçons que nous avons tirées de ces regroupements, de ces unions, de l'opposition surtout, il y a lieu d'être un tout petit peu inquiet parce que je me pose la question de savoir si tout ce beau monde-là a vraiment à cœur, comme je viens de le dire, les aspirations du peuple togolais. Parce que, chemin faisant, pour toutes ces leçons que nous avons tirées de ces regroupements, il y a toujours eu des défections. Est-ce qu'il y aura encore de défections? C'est la grande question. Parce que, dans le lot, il faut le dire, il n'y a pas que ceux qui ont véritablement à cœur le bonheur du Togolais. Mais il y en a dans le lot, il faut le dire, des espions, des gens qui sont juste là. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont de mèche avec le pouvoir, qui se retrouvent au sein de certains partis politiques ou de certains regroupements politiques? J'ai dit tout à l'heure que nous avons tiré leçon de tout ce qui s'est passé. Vous avez vu des gens qui étaient... Les regroupements politiques au Togo ont commencé depuis 1991. On a connu le Code 2, on a connu le Code 2, on a connu le phare, on a connu le FRACT récemment, le CST, et CAP 2015, la coalition Arc-en-Ciel. Vous pensez que les défections qui ont eu lieu au sein de ces regroupements politiques sont dues au fait que certains n'ont pas à cœur les problèmes essentiels du pays? Ou ils sont là juste pour leur intérêt? Ou servir un intérêt donné? Je crois que lorsque nous devons partir de 91 pour faire le bilan de ces regroupements politiques, je serais encore beaucoup plus à l'aise de dire que toutes ces formations politiques qui ont adhéré à ce genre de regroupement, il y en a aujourd'hui qui sont avec le pouvoir. Qui sont avec le pouvoir. Et vous devez comprendre que certaines formations politiques dont les responsables ont eu des rôles à jouer, aujourd'hui, quand vous fouillez un tout petit peu, vous saurez qu'à un moment donné, ils ne sont pas arrivés à réaliser ce qu'il fallait. Juste un exemple. Puisque vous êtes parti dans l'histoire. Aujourd'hui, quand vous parlez de M. Edem Kodjo, je crois qu'il a été même le candidat de Code 2. De Code 1 ou de Code 2? Oui, il a été le candidat qui finalement n'a pas été soutenu par l'opposition. Et aujourd'hui, il se trouve où? Edem Kodjo, il s'est retiré de la politique togolaise. Il a pris sa retraite politique. Avant qu'il ne prenne sa retraite politique, il a été combien de fois Premier ministre? Il était 2 fois Premier ministre, 1994 et 2005. Alors, lorsque vous faites référence à la loi fondamentale togolaise, en son article 66, il est dit que le président, le chef de l'État, nomme le Premier ministre dans la majorité parlementaire. Vous voulez parler des événements de 1994? Oui, mais puisque vous êtes parti dans l'histoire, vous avez fait recul dans l'histoire.
Alors, est-ce que M. Edem Kodjo avait la majorité avant d'accepter le poste de Premier ministre d'alors? Et pourtant... Il s'est joint au RPT qui, donc, du coup, à qui, du coup, revient la majorité. Alors, il a été candidat de quel regroupement politique à l'époque? Celui de l'opposition. Et du coup, il est revenu et il est devenu Premier ministre du parti RPT. C'est ça. Alors, beaucoup pensent que cette erreur, ou si d'aucuns l'appellent ainsi, que cette situation de 1994 a plongé le Togo, est auteur ou est cause de plusieurs événements qui ont succédé dans la politique togolaise. C'est là où je vous dirais que... Le clash entre Agboibo et Edem Kodjo. Alors, vous avez posé le problème de la sorte. Est-ce qu'ils sont là pour défendre les aspirations du peuple togolais ou bien pour chercher leur intérêt personnel? Si en 1994, le CAR et l'UTD, ensemble, avaient la majorité, et si on n'avait pas donné libre cours à son ego, à son attitude hautaine, et à ce désir de vouloir que ça soit toujours moi, pourquoi dans l'intérêt général de l'État togolais, ces deux hommes-là n'ont pas pu gérer ce capital? N'ont pas pu s'entendre. Oui. Pourquoi? Et si Agboibo, lui, a accepté à l'époque être président de l'Assemblée nationale? Voilà pourquoi je dis aujourd'hui que nous avons tiré leçon, des gens comme moi avions tiré leçon de toutes ces erreurs commises par certains responsables politiques de l'opposition. C'est d'ailleurs pour cette raison que je dis, d'ailleurs le dernier regroupement c'est le CST. Vous avez vu comment le CST s'est éclaté. Vous avez vu comment... C'est désarticulé totalement. Vous avez vu comment des gens, je dis bien, qui se disent responsables, qui ont été membres de ce regroupement, qui vilipendent à longueur de journée ceux avec qui ils avaient composé ensemble. Et puis, cela pose d'ailleurs un problème de morale et d'éducation. D'éthique. Morale, d'éducation et d'éthique. Vous ne pouvez jamais appartenir à une famille et prendre tout son temps à vilipender à longueur de journée ceux avec qui vous avez composé. Ceux qui, à un moment donné, vous ont fait confiance et vous ont fait des confidences. Ça, c'est ce qui est à l'origine de l'éclatement, quelquefois, de ces regroupements politiques. Je ne suis pas contre les premiers responsables, ceux qui ont eu l'idée d'initier cette chose. Mais je dis, est-ce que cela va évoluer encore comme ça a été le cas avec tous les autres regroupements politiques qu'on a eus? Est-ce que ce qui s'est passé hier à l'hôtel Ibis, où des responsables politiques que je respecte ont eu l'idée, une fois encore, de pousser à bout le pouvoir pour que l'engagement pris par le pouvoir, il arrive à le mettre en application? Je suis d'accord. Je leur souhaite beaucoup de courage parce que à l'étape de la lutte au Togo, il faut tout faire pour dégager le pouvoir. Et la nouvelle union de l'opposition togolaise est composée de l'Alliance des démocrates pour un développement intégral, ADI, du professeur Aimé Gogué, la Force démocratique pour la République du FDR, bien sûr, de Maître Dodia Pévon, Togo autrement de Fulbert Atisso, le parti des Togolais dirigé par Nathaniel Olympio, les démocrates de Nicodème Abia, le mouvement citoyen pour la démocratie de Maître Mohamed Tchassona Traoré. Ildefonse Akpaki, selon les explications de Fulbert Atisso, qui est l'un des initiateurs, bien sûr, de cette nouvelle union de l'opposition. C'est un groupe thématique qui va travailler uniquement sur la question de la décentralisation et des réformes politiques. Nous allons l'écouter dans les détails. Fondamentalement, non. Non. Est-ce que le Togo a besoin d'une commission si on se réfère à tous ces cadres-là qui ont eu lieu? Qu'est-ce que M. Faure Gnassingbé veut? Nous le savons tous. Perpétuer au pouvoir. Il nous l'a dit, je l'ai répété aujourd'hui. Le 25 février 2005 au Palais des Congrès, il a dit que son papa lui a dit de ne jamais laisser le pouvoir l'échapper. Alors, on met tous les garde-fous pour que l'intention première
puisqu'il a fait ces déclarations-là dès les premières heures de sa prise de pouvoir anticonstitutionnelle. Alors, peut-être que c'était vous la voyez, panique. vous voyez, non mais, vous voyez tout ce qui se passe au lendemain de nos élections présidentielles depuis que M. Faure Gnassingbé est venu au pouvoir. Vous avez vu la dernière en date, en avril 2015, où des gens cagoulés étaient arrivés, ont pris d'assaut la CENI. Ça rime à quoi? Le travail qui n'a pas été fait en une semaine a été fait en 24 heures. Moins de 24 heures. Et quand on était en train de lire le travail là, le lecteur, vous l'avez suivi, M. Tafata Biou, qui disait, on me signale qu'il y a des erreurs par ici. S'il l'avait fait dans les règles de l'art, s'il avait respecté la loi, s'il savait qu'il était au service d'un peuple et que demain, ce peuple lui sera gré, il n'allait pas le faire ainsi. Et donc, vous voyez, tout cela mis ensemble nous fait dire que le Togolais doit se réveiller de son sommeil comateux pour dire non. Je dis, tout se lie, même si on accorde des garanties à ceux qui dirigent depuis des lustres ce pays, ils ne laisseront jamais le pouvoir. Alors qu'ailleurs, on ne laisse pas comme ça le pouvoir le laisser passe par les urnes. Vous avez vu, j'ai fait allusion tout à l'heure aux élections qui se passent au Togo. Vous avez vu comment ces élections-là, en 1998, où le Togo a connu sa première élection multipartiste. 20 juin 1998. Vous avez vu, juste à côté de moi, à Koduvia-Kopé, il y avait un diplomate allemand. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Les Togolais n'ont pas voté avec leur tête, mais ils ont voté avec leur cœur. Tellement il y avait eu une race de marée qui donnait gagnant, M. Gilchrist Olympio. Le diplomate était surpris de voir que le Togolais a soif, il a faim de l'alternance et que ce régime, ce système a trop duré, qu'il faut changer. Et quand Faure Gnassingbé est arrivé, il est arrivé avec le concept de la rupture. Et nous abordons donc le deuxième point de l'union, de ce regroupement de l'union de l'opposition qui table également ses revendications sur la décentralisation. Et au dernier atelier ou à une dernière rencontre très récemment sur la décentralisation, le chef de l'État, dans son discours, s'est réjoui également du fait que la question de la décentralisation a pu trouver une feuille de route. À entendre paradoxalement les responsables des partis politiques de l'opposition, la plupart, ils se disent qu'à l'atelier, rien n'a été dit de façon concrète. Edem Attanti l'a dit ici sur nos ondes qu'ils n'ont pas de chronogramme par rapport à la décentralisation. Rien, la feuille de route dont par le chef de l'État n'a pas été trouvé, n'a pas été défini. Quand hier, Nathanaël Olympio du parti des Togolais expliquait également la question de la décentralisation, il avait également souligné que rien, aucune proposition de feuille de route n'a été donc définie ou acceptée de façon consensuelle. La décentralisation aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le chef de l'État, lui, a déjà sa feuille de route par rapport à la question de la décentralisation? Non, mais j'ai voulu rebondir quand tu étais en train de faire l'analyse en disant, autrement dit, le chef de l'État est un démagogue. Si ces acteurs-là, qui prennent part à ce genre d'atelier, disent qu'il n'y a rien eu de concret, autant dire que le chef de l'État est un démagogue. Puisque il a annoncé... Le chef de l'État l'a bien dit qu'il y a une feuille de route. Non, j'en viens. Moi, je dis qu'autrement dit, puisque ces propos sont contredits par certains acteurs de la politique togolaise, les mêmes qui ont participé à cette rencontre sur la décentralisation, sont contredits. Donc, ce qui veut dire que le chef de l'État est dans la logique de la démagogie. Puisqu'il n'est pas à sa première expérience. Il a annoncé les états généraux dans l'éducation et la santé. Ça n'a jamais eu lieu.
Peut-être que ça n'a jamais eu lieu. Peut-être qu'on n'a pas encore les moyens de ces états généraux. Aujourd'hui, on ne peut jamais. Vous savez que je ne sais pas si c'est moi qui me trompe des fois dans ma tête. J'ai comme l'impression que le chef de l'État a une autre image du pays qu'il dirige. Lorsque vous parlez de la décentralisation, si le chef de l'État se met dans la peau du président de tous les Togolais, il va composer avec les grandes entités. C'est pourquoi les grandes entités politiques, oui, et de la société civile. C'est pourquoi le 27 avril dernier, je me posais la question de savoir si en 53 ans d'indépendance, est-ce que ce système qui a régenté cet État-là pendant tout ce temps est arrivé à bâtir un État-nation où tous les fils et filles ont des chances égales? La question se pose généralement en Afrique sur la thématique de l'État-nation. Et il y a des pays qui font exception à cette règle. Le Togo, par exemple. Je prends juste la nomination de cette commission de réflexion. Même si elle n'est pas la bienvenue. Vous pensez que si le chef de l'État était le président de tous les Togolais, il allait nommer une commission comme ça qui va prendre à cœur toutes les questions et tous les travaux qui vont régir l'État togolais, juste dans une entité donnée, pour sa formation politique, alors qu'il dit qu'il dirige un État. Mais c'est la représentation nationale, c'est l'Assemblée nationale qui a voté la loi portant statut de l'opposition togolaise. Et dans ce statut-là, une place prépondérante a été accordée à l'opposition, au moins parlementaire. Vous pensez que le chef de l'État peut faire ça là, sans consulter le chef de file de l'opposition, dont la loi portant statut de l'opposition, en son article 26, fait du chef de file de l'opposition un président d'une institution de la République togolaise? Vous pensez que c'est comme ça on veut former un État-nation? L'on pense toujours et on nous bourre les oreilles. Unité nationale, c'est ça l'unité nationale? Quand on pense juste à une catégorie de personnes, le chef de l'État sait-il qu'il y a une opposition parlementaire au moins? Si lui-même ne peut pas le consulter, il y a des gens qui peuvent envoyer, rencontrer ceux-là, leur demander, vous pouvez nous fournir aussi des noms? Vous avez cité des gens. Je pense au professeur Woulou Komi. Je pense à Zeusa Javon. Mais quand même, si on veut bâtir un État-nation, il n'y a pas lieu de faire cette ségrégation-là. J'ai remarqué que depuis un moment, le chef de l'État fait preuve de ségrégation. Vous avez vu ce qu'il a fait à Sokodé? En finançant les frais d'examen des élèves du BEPC, alors qu'il est le chef de l'État de tous les Togolais. Et que tous les candidats, il y en a sur toute l'étendue du territoire national. Pourquoi a-t-il choisi seulement Sokodé quand il se dit qu'il est le chef, le président de tous les Togolais? Vous voyez que c'est un peu scandaleux que ça se passe comme ça au Togo. On parle de la décentralisation au moment où le chef de l'État dit, vous savez que c'est dans son entendement, que le truc est en branle, les acteurs crient. Alors que c'est eux, le chef de l'État n'était pas aux travaux, hein. On lui a fait des rapports. Et il n'a pas cherché à savoir si tout ce qui a été fait, tout ce qui lui a été dit est vrai. Il se lance. C'est comme il nous a dit il y a quelques années, qu'il y a des surfacturations qui se font dans l'administration dont il est le premier chef. Il ne sait pas. C'est vrai, il ne peut pas tout savoir. Mais on lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il y a une minorité qui fait main basse sur les richesses du pays. Qu'est-ce qu'il en a fait? Aujourd'hui, les acteurs de la décentralisation disent, nous étions aux travaux. Il n'a jamais été question de ça. Le chef de l'État dit, non, je suis heureux de ce que... Non. Mais Ildefonse Akpaki, le chef de l'État, dans son discours, revient un peu sur son discours et a pris le courage, son courage à deux mains pour quand même
reconnaître que son mandat social n'a pas été aussi social que ça. Et il dit que vos préoccupations, l'écho de vos préoccupations me sont parvenus. Et donc, cette nouvelle année sera, donc la gouvernance sera plus axée sur les domaines sociaux, santé, éducation, initiatives privées. Et en comparaison avec le budget de l'exercice 2017, vous faites quelle analyse? D'abord, laissez-moi l'occasion de dire que je ne sais pas si il se met dans la peau d'un chef de famille. Sinon, il ne nous présentera pas les vœux le 6 janvier. Et j'ai eu le courage de faire le tour de la ville. Je vous dis que sur 10 Togolais, 8 ne sont pas au courant de ce que le chef de l'État s'est prononcé. Parce qu'il attendait déjà le 31 décembre. C'est vraiment malheureux pour quelqu'un qui se dit premier Togolais. Mais pour certains leaders politiques, le timing du discours n'est pas le problème. Lorsque vous habituez votre enfant à quelque chose et que le moment arrivé, il ne le trouve pas, il vous le demande ou bien. Lorsque vous ne lui donnez pas des raisons, il continuera toujours par vous le demander ou bien. Je suis très malheureux que la communication du chef de l'État est bancale. S'il nous a habitués au discours le 31, et que le 31, aucun communiqué n'est sorti de la présidence pour situer la population, il a fauté. Il le faut. Il faut situer le peuple parce que vous avez en charge un État. C'est devenu traditionnel que tous les 31 décembre... Maintenant, s'il ne le fait pas, si il lui arrive de ne pas le faire, puisque l'année dernière, il l'a fait aussi. C'est le 2 janvier, le chef de l'État s'est prononcé à la nation. Et j'ai été malheureux de constater dans le discours du chef de l'État, le 2 janvier, qu'il a encore dit à l'orée de l'année nouvelle. Une incongruité que j'ai soulignée. Mais c'est... Dans une autre mesure, la même loi dit, il doit faire l'état de la nation. À défaut de s'adresser pour présenter des vœux, pourquoi le chef de l'État togolais ne s'est-il pas prêté au jeu de nous présenter l'état de la nation togolaise? Le chef de l'État ne s'est jamais présenté d'ailleurs devant la représentation nationale depuis son premier mandat jusqu'au 3e. Et pourquoi voulez-vous que le chef de l'État dise aux autres de respecter la loi? L'article 58 de la loi fondamentale togolaise dit qu'il est le garant du respect de la constitution togolaise. Si toi tu es le garant, toi qui dois dire aux gens, ou bien toi qui dois être le premier à respecter la loi, parce qu'on a dit que c'est toi le garant. Si tu ne le fais pas, les autres ne le feront pas. Pourquoi il dit aux autres de respecter la loi? Il y a 12 ans qu'il est au pouvoir. Non, mais laisse-moi. Il y a 12 ans qu'il est au pouvoir. Et qu'il a juré sur la Constitution. Et la Constitution fait de lui le garant du respect de cette Constitution-là. Pourquoi lui-même il ne le fait pas? Lorsqu'il dit qu'il veut lutter contre la corruption, et il ne se voit pas dans le respect de la loi de l'article 145 qui lui fait obligation de déclarer ses avoirs et biens. Comment est-ce que le Togolais sait combien M. Faure Gnassingbé a eu avant de prendre le pouvoir? Et combien il a actuellement? Ses avoirs, ses biens. Il a juré sur la Constitution là, dont il est le garant de son respect. Pourquoi il ne le fait pas? Et il va demander aux autres de respecter. Pendant que toi-même, le papa, tu dis à ton fils, ne mange pas la viande du porc. Et chaque fois, tu lui envoies de te chercher à manger la viande du porc. Tu es sûr qu'il ne mangera pas? Voilà l'État. Voilà comment ça se gouverne. On a comme l'impression qu'on est dans une république bananière. Parce que toutes les lois sont foulées aux pieds par ceux-là même qui sont leurs garants. Voilà. Est-ce que dès qu'on trouvera solution aux épineuses questions des réformes politiques et institutionnelles, on pourrait arriver à régler tous ces problèmes du respect de nos thèses? Qu'est-ce qui pose problème même dans la mise en œuvre de ces réformes constitutionnelles? C'est l'article 59. C'est tout. L'article 59 dit à son alinéa 2 que... Mais
Vous êtes élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Maintenant, la chambre d'enregistrement, en 2002, a essayé de tripatouiller. Le 5, tripatouiller. Sinon, si vous voulez que je sois encore plus grossier, je dirais sodomiser. Oui, je le dirais ainsi. Parce que c'est devenu un jeu. La constitution d'un État ne se traite pas de la sorte. Cela veut dire que ceux qui ont en charge de l'État togolais ne sont pas des hommes d'État. Ils sont très irrespectueux des lois et tests qui régissent l'État. Ils n'en savent même pas l'importance. Sinon, regardez comment les États sont gérés. Et qu'on nous dise aujourd'hui, en 2002, la chambre d'enregistrement RPT a tripatouillé, a sodomisé. Et le 5 février, à l'espace de 30 minutes, vous avez vu le passe-passe là, qui a été fait. Et on a fait de quelqu'un qui était ministre, député, président de l'Assemblée nationale, et puis président de la République par intérim. Il a suffi juste 30 minutes. Maintenant, on a signé la PG le 20 août 2006, où les réformes doivent être faites. Vous ne pensez pas qu'il y a eu une mauvaise volonté de ceux-là qui ont pris juste 30 minutes pour modifier la Constitution? Vous ne pensez pas? Allez, fouillez l'histoire, vous verrez. Ils n'ont pas la volonté de le faire. Ildefonse, certains observateurs pensent que la question qui se pose dans la crise politique togolaise essentiellement n'est pas une question de personnes, des hommes d'État, mais plutôt une question de manque de culture politique. Non, c'est le non-respect des textes. Quel problème? Oui, parce que ceux qui soutiennent ou ceux qui avancent cette thèse estiment que même si demain, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'y sont plus, ceux qui viendraient au pouvoir pourraient poser les mêmes actes, l'histoire pourrait se répéter. Voilà pourquoi le peuple togolais est interpellé. Il faut que le peuple togolais mette le feu au cul à ces gens-là. Lorsque vous ne respectez pas votre peuple et que le peuple lui-même ne se sent pas concerné par la chose publique, c'est ce qui arrive. Vous avez vu les Burkinabés? J'ai toujours pris l'exemple burkinabé parce que j'y suis. J'ai vu, j'ai entendu, et j'ai même côtoyé ces acteurs-là qui ont mis le feu au cul à Blaise, qui est jeté aujourd'hui dans la poubelle de l'histoire. Il faut que le peuple togolais se réveille. Il faut que le peuple togolais dise, c'est mon destin. C'est le destin de mes arrière-fils, de mes fils, de mes petits-fils. Mais si on ne le fait pas aujourd'hui, j'entends ceux qui dirigent ce pays dire en coulisses, ouais, mais vous n'avez pas la force, nous on sera là, peut-être demain nos enfants vous gouverneront aussi. Il faut que ce peuple comprenne qu'ils sont dans cette logique-là. La logique de ce que aujourd'hui nous avons régné sur vous, demain nos fils et nos petits-fils viendront. Et il faut prendre ses responsabilités. Il faut que ce peuple prenne ses responsabilités. Il faut que ce peuple a beaucoup donné, oui. Mais pour nous libérer, il nous faut nous-mêmes. Personne ne viendra. Et quand les gens parlent de nous libérer de qui? Nous libérer de ceux qui ont pris en otage ce peuple. C'est des Togolais aussi. Oui, oui, c'est des Togolais. Mais est-ce que c'est comme ça ils doivent gérer la chose publique? Gérer la chose publique comme étant la chose privée? Non. Il faut un respect scrupuleux des textes et lois qui régissent l'État. Nous sommes dans un État et non dans une famille. Oui, une famille, mais régie par des lois. Mais il faut le respect de ces lois-là. Vous savez, l'État togolais n'existera pas s'il n'y a pas de lois. Et quand vous ne respectez pas des lois-là, cet État-là devient une république bananière. Vous avez vu comment les lois sont foulées aux pieds. Alors, je lance encore un appel à ce peuple. Il faut que ce peuple se réveille. Et il faut aussi que ça soit mis fin la technique de ces responsables politiques traîtres qui disent nous sommes avec le peuple et qu'en coulisses
Peut-être le matin, ils sont avec le peuple, le soir, ils sont avec ceux qui oppressent le peuple. Il faut que ça prenne fin. Peut-être qu'ils pensent que négocier peut-être l'avenir politique de ce pays serait la solution. Merci à vous, Ildefonse Akpaki, d'avoir accepté notre invitation. C'était toujours un plaisir. Et merci.